Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse en direct sur Bismart de 17h à 18h tous les jours. Donc une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur le site bismart.fr, sur tous les réseaux sociaux de Bismart également. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, les marchés actions européens et américains qui évoluent dans le vert aujourd'hui après la pause marquée hier alors que les investisseurs découvraient le chiffre de l'inflation des prix à la consommation pour le mois de janvier aux États-Unis. Un chiffre qui a montré que l'inflation était plus persistante que le marché voulait bien l'anticiper malgré les warnings de la Fed, et un chiffre de l'inflation qui est venu décaler les anticipations de baisse de taux à mi-2024. Nous réagirons bien sûr en plateau sur ce chiffre de janvier aux États-Unis avec notre expert, mais nous reviendrons aussi sur la situation en Europe alors que l'inflation au Royaume-Uni cette fois-ci est ressortie moins forte que prévu de son côté au mois de janvier également. Celle-ci reste à 4% là où les analystes anticipaient un rebond qui pouvait aller jusqu'à 4,2%. À noter qu'en zone euro, cette fois-ci, la production industrielle surprend à la hausse, affichant une progression de 2,6% au mois de décembre, soit une progression en annuel de 1,2%. Vous en aurez évidemment le résumé complet dans un instant. Nous reviendrons également en plateau sur cette saison des résultats en Europe et aux États-Unis. En France, les investisseurs ont pu découvrir aujourd'hui les chiffres de Capgemini, dont les résultats trimestriels précédents montraient un tassement de la demande dans le secteur, et donc chez Capgemini, un tassement dont le consensus attendait qu'il se révèle de manière assez marquée au quatrième trimestre 2023. Finalement, Capgemini limite la casse, et même si ses résultats trimestriels montrent encore un recul de ses revenus, celui-ci est plus limité qu'attendu avec une baisse de 0,9% en données comparables, ce qui permet au groupe de terminer l'année avec une croissance d'un peu moins de 4% en données comparables toujours. Là aussi, vous aurez le résumé complet des actualités des entreprises en ce qui concerne la saison des résultats dans un instant. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans Marché à thème, nous sortirons de l'analyse des économies US et Europe, de l'analyse des banques centrales et des stratégies monétaires pour s'intéresser aux marchés émergents. Comment prendre en compte les cas d'investissement Chine, Corée ou Inde dans une stratégie d'investissement? C'est un sujet que nous aborderons avec Bruno Vanier, président de Gemway Asset. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et pour commencer cette émission, comme d'habitude, c'est Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. La bourse de Paris est en hausse aujourd'hui malgré les chiffres de l'inflation américaine publiés hier qui avaient mis un coup de froid sur les marchés. Le CAC est tiré par les résultats d'entreprises, dont Capgemini pour commencer. Le groupe de services numériques est en tête du CAC aujourd'hui et signe sa plus forte hausse depuis 2 ans après avoir fait état de prévisions jugées rassurantes sur la trésorerie disponible, notamment des résultats en hausse l'an dernier à 22,5 milliards d'euros et un dividende augmenté. Même si Capgemini se montre prudent sur ses prévisions de début 2024, les investisseurs saluent cette publication et le titre est en hausse de plus de 5%. Le groupe M6 annonçait hier le départ du président du directoire Nicolas de Taverneau de son poste. Le groupe publie un bénéfice net de plus de 237 millions d'euros, en hausse de presque 43% au titre de l'exercice 2023. M6 prévoit par ailleurs le lancement d'une nouvelle plateforme de streaming pour développer cette partie de son activité. Cette ambition s'appuie sur des investissements complémentaires réalisés entre cette année et 2028, jusqu'à 100 millions d'euros pour doubler son chiffre d'affaires streaming. Ailleurs en Europe, Heineken recule à la suite de performances jugées mitigées par les investisseurs. Le volume de bière a connu une baisse organique de 4,7% sur l'année 2023. Le Vietnam et le Nigeria seraient responsables de 60% de cette baisse, les deux pays ayant des conditions économiques compliquées. Les investisseurs sont déçus et le titre est en baisse de plus de 5% à Amsterdam. Du côté des indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance de l'estimation rapide du PIB en zone euro qui ressort en légère augmentation de 0,1% sur le quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation préliminaire publiée par Eurostat. Toujours en zone euro, les prix à la production industrielle ont augmenté de 2,6% en décembre contre une augmentation de 0,4% en novembre. En décembre 2023 et par rapport à décembre 2022, ces chiffres sont en hausse de 1,2% en zone euro et dans l'Union européenne.
Outre-Manche, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation au Royaume-Uni, qui ressort à 4% en un an sur janvier. C'est inférieur aux attentes. L'inflation cœur, elle, ressort à plus 5,1% et reste stable. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats d'Essilor, publiés après la clôture ce soir. Côté macro, plusieurs indicateurs seront à noter. Au Royaume-Uni, on prendra connaissance de la première estimation du PIB pour le 4e trimestre et de la production industrielle ainsi que de la balance commerciale pour décembre. En zone euro, la balance commerciale pour le mois de décembre est attendue. Enfin, aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance des ventes de détail et de la production industrielle pour le mois de janvier. Voilà donc tendance résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour décrypter les tendances et les informations qui nous proviennent justement de cette planète marché. Pour en parler ce soir, 3 experts sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Régis Béguet. Bonsoir Régis Béguet. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes associé gérant de Lazare Frères Gestion. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane Prévost. Bonsoir. Directeur général de la financière responsable. Bienvenue à vous et nous avons le plaisir d'accueillir également Philippe Uzan. Bonsoir Philippe Uzan. Bonsoir. Directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partners. On va peut-être commencer avec vous, Philippe Uzan. Beaucoup d'actualités en termes de chiffres sur les marchés, mais un notamment qui a été publié hier, ce chiffre de l'inflation aux États-Unis, qui montre une inflation un petit peu plus persistante que prévu. Alors on entend ou on lit beaucoup d'experts dire qu'il y a plus de volatilité sur le sujet de l'inflation en janvier. Pour autant, on a quand même vu les marchés obligataires sursauter, les marchés actions marquer le pas. Une frayeur qui semble avoir été vite oubliée, mais qui a quand même été là hier. Comment est-ce que vous interprétez ce premier chiffre d'inflation de 2024 aux États-Unis, Philippe Uzan? Déjà, ça montre qu'on est encore dans la phase où ce chiffre-là a un impact majeur. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur les marchés. Pendant longtemps, on ne faisait même pas attention à la publication du CPI. Évidemment, les choses ont changé il y a quelques temps déjà. Et on voit bien que c'est un indicateur qui est devenu plus difficile à prévoir pour les marchés. D'accord. Donc ensuite, il faut rentrer dans le détail du chiffre d'hier. Donc vous savez, il y a plusieurs mesures de l'inflation. Les prix à la consommation, donc c'est quand même une mesure importante. C'est pas la mesure préférée de la Réserve fédérale, bien sûr, qui regarde ce qu'on appelle le PCI. Donc il y a des différences. Notamment, le CPI est un peu plus sensible au prix de l'immobilier, au loyer. Et c'est l'une des raisons de la persistance. Et encore une fois, dans le chiffre d'hier, on va dire ce qu'on appelle la composante logement au sens large, qui reste supérieure aux attentes. Malgré le fait, de 6%, c'est ça, voilà. Oui. Malgré le fait que les nouveaux loyers diminuent, on a un effet retard que peu de gens s'expliquent, on va dire, qui a déjà été noté d'ailleurs par la Fed. Mais ça, on va dire que on a fini par s'habituer à ce type de surprise. Ce qui était vraiment plus gênant dans le chiffre d'hier, c'est que les prix des biens continuent à se tasser, mais que les prix des services repartent à la hausse. Voilà. Et ça, effectivement, c'est le point clé, parce qu'on sait que c'est les services, c'est ce qui est le plus lié au salaire, et donc c'est ce que va regarder la Réserve fédérale de la façon la plus attentive pour voir si effectivement le fameux dernier kilomètre, le dernier mile pour arriver aux 2% d'inflation se fait à un bon rythme, ou est-ce qu'effectivement il faut attendre pour avoir la confirmation ou pas que l'inflation se stabilise. Donc, si je résume, finalement, on a toujours la composante cyclique de l'inflation, celle qui est plus liée aux biens qui continue à rassurer, mais la composante structurelle, la composante long terme, elle est finalement plus persistante. Donc, c'est une surprise. Je ne pense pas que ce soit vraiment une surprise pour la Réserve fédérale. On y reviendra sur les anticipations de taux. Mais voilà, pour les marchés qui étaient habitués, on va dire, aux bonnes surprises sur la croissance, mais aussi aux bonnes surprises sur l'inflation un peu en dessous des attentes, comme ça avait été le cas il y a 3 mois et ça avait déclenché le rallye de fin d'année. Cette fois, effectivement, il a fallu revoir les taux d'intérêt et comme on l'a vu plusieurs fois aussi ces derniers mois, les taux d'intérêt, les prix des obligations et les prix des actions évoluent ensemble. Et donc, quand les taux d'intérêt remontent, les actions marquent le coup, au moins pendant une journée. On l'a dit, vous l'avez dit, effectivement, c'est pas l'indicateur préféré de la Fed, mais c'est quand même l'indicateur que nous avons eu cette semaine. On a eu
une réaction des marchés obligataires et des marchés actions, mais qui a duré une journée. On a corrigé, puis tout de suite, on est reparti sur les tendances qu'on connaissait. Comment on interprète cette séquence là de début de semaine où globalement, l'indicateur qui n'est pas celui qui regarde la Fed en priorité amène quand même une certaine sensibilité sur les marchés et en même temps les marchés l'ingèrent très vite cette information. Je pense que l'impact il est plus durable sur les marchés obligataires, on y viendra sans doute en détail, mais effectivement ça décale les anticipations de début de baisse de taux. Il faut quand même voir que pour la réunion de mars, à la fin de l'année on était à 90% de probabilité pricée par le marché qu'il y aurait une première baisse de taux de 25 points de base, on est tombé à 10% encore ce matin. Oui. Donc ça ne remet pas forcément en cause les baisses de taux, mais ça les décale, et ça veut dire globalement que le marché qui avait un scénario beaucoup plus agressif que celui, on va dire, dessiné par la Réserve fédérale en décembre, est en train de converger vers ce scénario-là. Après, le fait que les entreprises soient capables de passer des hausses de prix, est-ce que c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour les investisseurs actions ? Pas forcément. Je vais me servir de ce que vous avez dit. Ça ne remet pas encore en cause les baisses de taux. Régis Béguet, est-ce qu'on en est là aujourd'hui à se poser encore la question de savoir s'il va y avoir ou non des baisses de taux, ou simplement le sujet c'est de savoir si elles vont arriver, alors j'allais dire en mars, mais ça j'ai l'impression que c'est plus d'actualité, en juin ou en décembre? Ça va dépendre des chiffres à venir, mais c'est sûr qu'on a connu un fort bouleversement, parce que le marché avait été extrêmement vite en besogne, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Oui, très optimiste en fin d'année quand même. Très optimiste en fin d'année, à partir de la fin de l'été dernier, quand les premiers signaux de ralentissement de l'inflation ont commencé à apparaître, le marché est tout de suite passé dans un mode baisse de taux. Et il s'est mis à anticiper 1, 2, 3, 4, 5 baisses de taux. On était encore, il y a quelques jours, à 5 baisses de taux anticipées pour 2024, ce qui est quasiment un record historique. Donc le marché avait été, le marché avait été très 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 vite. Et puis c'est vrai que ce chiffre, en annualisé, le chiffre d'hier, nous donne une inflation qui serait de l'ordre de 3,3, 3,4 sur l'année. Et ça, c'est quand même très supérieur à l'objectif de la Fed, qui est, rappelons-le, de 2%. Donc, on est passé, en fait, c'est toujours le sens de la pente, si vous voulez. On était sur une pente ascensionnelle. On a franchi le sommet, on est passé sur une pente descendante de l'inflation, j'entends, et là le marché a directement franchi toutes les étapes et est arrivé au bout, ça y est, on a atteint l'objectif, etc. Alors qu'en réalité, on ne faisait que commencer le chemin. Sûr, oui. Le chemin se trouve être un peu plus sinueux que prévu. Pour le marché action, lui qui depuis le début de l'année et déjà en fin d'année dernière était vraiment repassé en mode baisse de taux, à savoir qu'on avait deux moteurs de hausse du marché qui étaient les valeurs technologiques d'un côté très chères, etc., dont la valorisation est portée par la baisse des taux, et puis d'un autre côté les cycliques, portés également par cette perspective de baisse des taux, et donc cette absence de ralentissement. Là, il y a une petite question qui se pose, mais qui ne s'est posée, vous l'avez dit vous-même, qu'hier, en fait, dans la journée, il y a une petite rotation sectorielle, un petit doute, mais qui est déjà presque dissipé aujourd'hui, ce qui me donne à penser que la Fed va devoir être un peu plus sévère pour quand même faire comprendre aux acteurs du marché qu'ils ne plaisent pas, et que il y a ce vieux proverbe don't fight the Fed. Et là, la Fed va devoir montrer un petit peu ses muscles quand même, je pense. Et donc, ça décale quand même assez fortement les perspectives de baisse de taux. Parce que, bon, je crois que mars c'était effectivement oublié. Après, à moins que ce chiffre soit un peu exceptionnel et qu'on retrouve un trend très baissier, mais même le printemps semble un peu tôt maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé aussi sur les marchés financiers. Il faut voir l'inflation. Il y a l'inflation des salaires qui a été évoquée, l'inflation des biens, bien sûr, mais il y a l'inflation des actifs. Et les actions sont un actif très important, en particulier aux États-Unis. Il y a une très forte inflation des actifs. Alors, pas généralisée, parce qu'il y a un peu deux marchés quand même, mais net, on a eu une forte inflation des actifs. Mais alors justement, ma question, je vais la formuler sous le biais des marchés actions, mais la réponse peut être obligataire. Comment est-ce qu'on comprend cette séquence de début d'année où effectivement on a l'impression que le S&P 500 a déjà atteint des objectifs qu'on aurait pu se fixer comme étant des objectifs de fin d'année, qui lorsqu'il se montre une certaine sensibilité au chiffre de l'inflation, finalement, il redescend un petit peu en dessous des 5000 points, mais c'est pas non plus catastrophique. Et pour autant, on a l'impression que le scénario idéal auquel les marchés ont voulu croire en fin 2023 se décale
peut-être de manière un peu interminable, mais se décale quand même. Ouais. Comment est-ce qu'on analyse ce premier mois finalement ? On a vécu une inversion entre les marchés actions et les marchés obligataires qui est presque inédite dans l'histoire, c'est-à-dire que les marchés obligataires eux-mêmes avaient commencé à se retendre, les taux de rendement avaient commencé à remonter depuis le début de l'année, depuis quelques semaines, tandis que le marché action, lui, premièrement, il continuait de monter, et deuxièmement, il continuait de monter sur cette partie des valeurs technologiques et des valeurs cycliques qui sont habituellement, normalement, portées par la baisse des taux. Donc, en réalité, on a eu une décorrélation de ces deux marchés qui s'est opérée depuis plusieurs semaines, qui ressemble, alors je ne veux pas paraître trop pessimiste, mais qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait pu connaître au premier trimestre de l'an 2000, pardonnez-moi pour ce rappel de vieillard, mais où effectivement on avait à la fois une économie qui n'avait pas ralenti, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, exactement un petit peu de la même façon que ça se passe cette année. On s'attendait à ce que l'économie ralentisse, l'économie ne ralentit pas, elle a ralenti en Europe, mais beaucoup moins aux États-Unis que prévu. On parle maintenant de no lending, on était en hard lending, puis soft lending, puis no lending, et une économie qui ne ralentit pas, et en même temps un marché action qui continue de se réévaluer, et en particulier sous l'influence, sous la pulsion d'une nouvelle technologie qui était à l'époque de 2000, donc les débuts de l'Internet, le web, et aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est un très très gros moteur pour le marché. C'est intéressant, on y reviendra, parce que c'est pas la première fois sur ce plateau qu'il y a l'analogie années 98-99 avec le web et aujourd'hui intelligence artificielle. Peut-être d'abord Stéphane Prévost sur cette séquence de début d'année, que ce soit en réaction aux chiffres de l'inflation ou à la performance des marchés. Comment est-ce que vous analysez finalement cette année qui va s'ouvrir avec finalement, on a déjà vécu pas mal de choses sur un mois finalement. Moi j'ai une lecture un petit peu différente. Le chiffre de l'inflation d'hier, un chiffre fait pas une tendance. Et quelque part, étant donné la bonne santé de l'économie américaine, c'est pas étonnant qu'on ait une inflation qui persiste et quels que soient un petit peu les facteurs qu'on regarde, parce que finalement, ce qui explique la hausse des marchés en ce début d'année, en tout cas sur les actions, je ne vais pas parler pour l'obligataire, c'est quand même le fait que l'économie américaine ne sera pas en récession. Et ce qui a fait le fort rebond sur la fin d'année, c'est un peu la capitulation de ceux qui misaient et pariaient sur en fait une récession ou un atterrissage beaucoup plus difficile de l'économie américaine avec l'évolution sur les taux. Or, ce scénario-là, finalement, il a été complètement battu en brèche et les marchés ont changé. Aujourd'hui, le chiffre d'inflation que l'on a, hier, ne remet pas en cause en fait la trajectoire de baisse de l'inflation qu'on va avoir, mais cette baisse sera peut-être un petit peu moins forte et moins rapide compte tenu de la bonne tenue et de la résilience de l'économie américaine. Et voire même, ce qu'il ne faut pas exclure cette année, qu'elle puisse encore délivrer de meilleures surprises qu'attendues. D'accord, ouais. D'ailleurs, je constate que certains économistes commencent à mettre en avant cet argument. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça crédibilise quand même aussi, moi ça m'avait toujours étonné depuis quelques trimestres, ce discours, effectivement, comme le disait Régis, très anticipateur des intervenants de marché à vouloir vite, rapidement des baisses de taux aux États-Unis, ce qui ne justifie pas vraiment dans le contexte actuel, et ce que battait en brèche M. Powell, mais si les marchés ne voulaient pas l'entendre, eh bien ils continuaient à peu près dans leur logique. Aujourd'hui, ça crédibilise vraiment le discours de la Fed, et j'ai même envie d'être un peu provocateur. Je pense que les baisses de taux, les premières baisses de taux qu'on va avoir, nous, on pense depuis longtemps qu'on ne les verra pas avant le deuxième semestre 2024, mais c'est surtout qu'on devrait plutôt les avoir en Europe, parce que l'économie européenne, elle, ne va pas bien, et là, la BCE est vraiment... on arrive à un sujet vraiment coincé. Et là, parce qu'elle ne le fera pas avant la Fed. La BCE ne le fera pas avant la Fed. Je pense qu'elle va devoir le faire avant la Fed, compte tenu de l'état dans lequel l'économie européenne est. On est tanké en Europe. On a eu le dernier chiffre de croissance d'ailleurs pour le quatrième trimestre 2023. Et je crois que là, ça justifie un peu plus, et d'avoir un signal un petit peu plus accommodant de la part de la BCE serait probablement une bonne nouvelle. Donc moi, j'ai plutôt la conviction que les baisses de taux, on les aura en Europe avant de les avoir aux États-Unis. Enfin, la baisse de taux. D'accord. Pour l'instant, on n'en parle pas encore au pluriel, on en parle au singulier. Ce qui n'est pas dramatique, parce que finalement, les banques centrales ont retrouvé des marges de manœuvre ces derniers trimestres. Alors, ce n'est pas non plus extraordinaire, notamment en Europe, on en a moins. On a toujours été très suiveurs de la Fed, mais on retrouve quand même un petit peu de flexibilité. Donc, vous voyez, finalement, l'économie américaine ne va pas si mal.
peut continuer à bien surprendre. Sa résilience et sa robustesse en a étonné plus d'un l'année dernière. Et ça devrait probablement continuer s'il n'y a pas d'événement géopolitique majeur qui vient perturber cette image. Et du coup, vous voyez qu'avec ce scénario, entre la Fed et la BCE, on va avoir une lecture un petit peu plus dure, effectivement. Je rejoins Régis. Sur les politiques de taux. Si je comprends bien ce que vous nous dites, Stéphane Prévost, peut-être avec un petit peu de caricature, mais c'est que sur l'économie américaine, on a du mal à avoir une vision claire, puisqu'on a des taux élevés, une économie qui résiste, une inflation qui persiste, et donc on a du mal à réellement comprendre à quel moment la Fed va réellement pouvoir commencer à baisser ses taux, non ? Non, l'image est claire. L'économie résiste plutôt bien, l'emploi est bon, le taux de chômage, on reste à des niveaux de plein emploi élevés, les salaires vont continuer d'augmenter. Le pays n'est pas dépendant des prix de l'énergie, donc l'inflation va retrouver sa trajectoire et va tangenter vers la fin d'année le 2% de la Fed. Donc pas besoin de baisser les taux. Si je vous écoute, pas besoin de baisser les taux finalement. Pas tout de suite, à mon sens, pas tout de suite. Et ça c'est clair. Vraiment pas au premier semestre, mais c'est vraiment notre conviction depuis plusieurs trimestres. Alors après, on ne va pas rebasculer, mais vers une croissance à 3, 3,5 en annuel, mais rajouter un demi-point de croissance de PIB supplémentaire aux États-Unis cette année, ça ne me paraît pas une hypothèse faible. Philippe Uzan en réaction. Alors effectivement, moi je voulais faire l'analogie peut-être un peu moins claire aux États-Unis, plus claire en Europe, mais si je comprends bien, c'est très clair pour vous de part et d'autre de l'Atlantique. Philippe Uzan, vous partagez la vision de Stéphane Prévost sur cette solidité de l'économie américaine et la fragilité de l'économie européenne. Alors sur la solidité de l'économie américaine, c'est certain, et je pense qu'effectivement, je suis d'accord, ça explique en partie on va dire le rythme plus lent de baisse de l'inflation. C'est-à-dire qu'on a peut-être été habitué à une inflation qui était très synchronisée parce que les causes étaient globales, le Covid, puis les problématiques de chaîne, on va dire, de supply chain. Maintenant, effectivement, on rentre dans la phase où les subtilités locales reprennent le dessus. Vous citiez en introduction le chiffre d'inflation, alors qui reste très élevé au Royaume-Uni, mais qui cette fois était un peu en dessous des attentes et qui a fait baisser du coup les taux d'intérêt en Europe ce matin. Donc finalement, cette bonne tenue de l'économie américaine, elle explique en partie, et encore une fois, c'est très compatible avec le discours de la Réserve fédérale. Donc c'est pas complètement une surprise. Quand vous voyez l'estimation instantanée du PIB au T1 aux États-Unis, on est encore très fort, on est au-delà de 3%, et à la Fed de l'Atlanta qui calcule ça. Donc voilà, ça reste. Ce qui est un petit peu étonnant, à la rigueur, c'est pas la bonne tenue du marché action américain avec ça. On a un S&P qui était en hausse de 4% depuis le début de l'année à hier soir. C'est la composition, c'est ce que disait Régis, je crois. Quand on regarde en détail, vous avez 11 grands secteurs sur le marché américain. Donc sur ces 4%, il y a que 3 secteurs qui battent ces 4%. La technologie, les services à la communication et la pharmacie. Les autres sont en dessous. Et si vous regardez au niveau des valeurs du S&P 500, il y a à peu près que 150 valeurs qui font mieux que ce plus 4%. Et il y en a plus de 250 qui sont même négatives depuis le début de l'année. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, cette meilleure situation de l'économie américaine, ce qui veut dire qu'il y a quand même plus d'entreprises qui en bénéficient, le marché continue avec un focus très concentré sur ce thème. Est-ce que c'est une meilleure situation de l'économie américaine ou c'est quelques secteurs, effectivement, mais qui performent tellement qu'on en fait une moyenne qui n'est pas proche de la réalité. C'est jamais égal. Mais si on a globalement des meilleures nouvelles macro, il n'y a pas forcément de raison qu'une poignée de valeurs en concentre la croissance des bénéfices. Et là, je vous parlais du S&P 500. Les small cap américaines, elles sous-performent assez nettement. Il n'y a qu'un secteur, si vous prenez l'indice, donc le Russell 2000, il n'y a qu'un secteur qui est en hausse depuis le début des technologies. Tous les autres, ils sont en baisse. Donc il y a un peu un hiatus quand même pour moi entre cette meilleure situation macro, qui est pas, c'est pas le boom, mais et le fait que, pour l'instant, le marché ne le joue qu'au travers d'une poignée extrêmement limitée de valeurs. C'est déjà ce qu'on a vu l'année dernière, globalement, meilleure surprise macro, mais un leadership extrêmement concentré dans quelques valeurs. Et ça s'explique par quoi ? Ça s'explique par, je sais pas moi, la croissance de l'utilisation d'ETF, par des robots sur les marchés. Comment on explique que les Seven Magnificent partent devant ? Alors effectivement, elles sont elles montrent de très très belles performances, mais comment on s'explique que ça ne se voit que sur un panier de valeurs aussi
restreint aujourd'hui? Alors le poids effectivement on va dire de la gestion indicielle, pour faire simple, c'est certainement... Il y a de la différence. Déjà, les Magnificent Seven, depuis les années, ils sont quand même devenus 6. Oui, c'est ça. Oui. Et il y a des différences entre Apple et Nvidia. Donc il y a quand même un petit peu de différenciation dans les... mais effectivement, le thème de l'intelligence artificielle domine. Et même quand on regarde l'intelligence artificielle, je vais citer le gérant d'un de nos partenaires, Pollen Capital, Dan Davidovitz, avec qui on discutait il y a 2 jours. En fait, pour l'instant, évidemment que l'intelligence artificielle est un thème de long terme, c'est quelque chose de majeur, un peu à l'image, là encore pour revenir sur la fin des années 90, de la révolution Internet. Ouais. À l'époque, vous vous souvenez, le marché était sur Cisco, GDS, Uniphase, enfin des valeurs qu'on a presque tous oubliés. Aujourd'hui, Cisco, on connaît encore. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les valeurs qui font l'actualité. Bien sûr, c'est pas les GAFAM. Très loin des Magnificent Seven. Alcatel aussi. Bon exemple. Mais voilà. Et donc, sur l'intelligence artificielle, il va à la facilité, on va dire, de dire effectivement, ça permet de bâtir des nouveaux sujets et très clairement, Nvidia et quelques autres sont les briques de ces nouvelles usines de demain. Mais quelles sont les usines qui vont réussir vraiment à monétiser l'intelligence artificielle, à créer des nouveaux revenus? Et la façon dont ça va bouleverser, on va dire, cette économie de la technologie, et même plus largement, finalement. Ça veut distinguer les entreprises qui vont être capables de valoriser les données, et ça, c'est pas nouveau. Bien sûr. Voilà. Et ça, effectivement, pour l'instant, le marché, je dirais, est un peu myope et se focalise sur qu'est-ce qu'on peut voir dans le trimestre à venir. Et c'est vrai que c'est plus facile de le voir sur Nvidia que dans d'autres sociétés. Régis Béguet, là, on touche une vraie question sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu cette année 2023, on a vu le boom, notamment à la découverte de l'intelligence artificielle générative, l'IA générative. Là, la question qui se pose en tant qu'investisseur, c'est comment j'accompagne cette tendance. Est-ce que je vais juste vers des valeurs technologiques? Est-ce que je vais vers ceux qui créent les hardware pour accompagner cette explosion de gestion de données, donc les Nvidia ou autres? Ou est-ce que je considère que de toute façon, ça va insufflé dans toute l'économie et que ça n'est pas une thématique en soi, mais une révolution dans toute l'économie? Comment est-ce qu'on s'en sort en termes de gestion active? Je plaide poteau pour la dernière solution, exactement. Et si on continue ce parallèle avec l'an 2000, le marché s'est focalisé sur quelques valeurs dont la plupart ont disparu. Rappelons qu'en 2000, Facebook n'existait pas, Google n'était pas coté, et ainsi de suite. Apple fabriquait des appareils pour écouter de la musique. Enfin bon, bref. Bien sûr, oui. Il y avait Microsoft et Amazon, si vous voulez, en 2000, qui existent toujours, mais il y a un nombre, les stars de l'époque, c'était Alcatel et France Télécom. Donc, je crois qu'à l'instant où la révolution se produit, qui est l'instant que nous vivons actuellement, il est très difficile d'identifier quels seront à 10 ou 15 ans ceux qui resteront. Il y a évidemment les fabricants de semi-conducteurs. J'aime à citer un dirigeant d'entreprise qui me disait toujours, la data, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les semi-conducteurs. Donc, plus de data, plus de digital, c'est plus de semi-conducteurs. Donc, il est certain qu'en volume, la production de semi-conducteurs, et il est certain qu'une entreprise comme ASML, qui est au cœur de la production des semi-conducteurs et qui a une position ultra dominante sur le plan mondial, ASML, qui est une valeur européenne, il faut quand même citer un peu les valeurs européennes. Soyons chauvins. De temps en temps. Est évidemment au cœur de perspectives qui sont encore excellentes pour d'innombrables années. Maintenant, le marché le sait, le marché le valorise, et le valorise sur Nvidia également, sans doute de manière un petit peu excessive, parce qu'il n'y en a pas d'autres aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais à un moment donné, les alternatives arrivent, les ruptures technologiques arrivent, la concurrence arrive. Est-ce que l'IA va faire des gagnants et des perdants? Il y a 6 mois, une étude d'un broker concernant la publicité, en disant les entreprises de publicité, les entreprises de médias sont des perdants de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, globalement, va être capable de remplacer, puisqu'elle génère de la pub, des images, etc. Elle va être capable de les remplacer pour un coût quasi inexistant. Et puis, 2 trimestres
trimestres plus tard, pratiquement, on se rend compte qu'en fait, ce sont des gagnants parce qu'au contraire, ils utilisent l'intelligence artificielle et ça leur permet de faire des gains de productivité et de gagner des clients. Donc, en 2 trimestres, vous voyez, la perspective change complètement. Donc, moi, en tant que gestionnaire, je pense qu'il ne faut pas raisonner. Je ne fais pas de gestion en disant tel thème va être le thème de demain et donc je vais chercher les valeurs qui sont liées à tel thème. Je vais plutôt chercher entreprise par entreprise. Est-ce que l'avènement de la GenIA, qui logiquement d'ailleurs, comme tout progrès technologique, va être plutôt un moteur positif pour tout le monde. Il y a effectivement, ponctuellement, tel ou tel business qui va disparaître, qui va souffrir parce qu'il va être remplacé. Mais le net va être positif. Le net, ça va être qu'on va faire des gains de productivité, qu'on va aller plus vite, qu'on va développer. Si vous prenez la pharmacie, par exemple, la pharmacie, aujourd'hui, peut utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer ces modes de développement de R&D. Mettons-nous 20 ou 30 ans en arrière, c'est ce qu'on faisait. On prenait des souris, on leur injectait des produits, on attendait qu'elles meurent, et ainsi de suite. Aujourd'hui, grâce à l'IA, vous pouvez aller beaucoup plus vite dans les phases précliniques. Pour donner un exemple. Ce que je veux dire, c'est que ça peut se diffuser dans de nombreux domaines d'activité. Pour bien comprendre ce que vous nous dites, avant de passer la parole à Stéphane Prévost, c'est... quand on est gérant d'actifs aujourd'hui à un instant T, effectivement, on peut regarder le monde évoluer, mais on a envie aussi de savoir où se positionner. Il y a 2 solutions, c'est où on va vers les valeurs que le marché a décidé de choisir, et dans ce cas, on bénéficie de cette hausse, mais on n'est pas forcément plus gagnant que le marché, ou alors on intègre l'IA dans la méthode d'analyse de l'entreprise, entreprise par entreprise, c'est ça ? Oui, on intègre l'ensemble du progrès technique. Ce qui fait l'intérêt du marché action, c'est le progrès technique. Donc là, effectivement, il y a un progrès technique qui apparaît aux yeux de tout le monde. Il y en a un autre au passage qui est le GLP-1 sur l'obésité qui obsède beaucoup le marché, et en même temps, le marché voit plus tout ce qui se passe dans le cancer, etc. Mais je veux dire, le progrès technique, c'est le moteur du marché action et c'est le moteur du capitalisme d'une manière générale. Donc ça, c'est un gros progrès technique qu'on voit en plein écran, c'est l'éléphant dans le couloir, mais peut-être qu'au pied de l'éléphant, il y a plein de choses très intéressantes. Stéphane Prévost, comment la financière responsable voit-elle cette thématique, si on peut encore parler de thématique aujourd'hui, intelligence artificielle dans le marché ? En fait, elle a un impact sur la demande en semi-conducteurs et sur tous les acteurs de la chaîne de valeur dans la production de semi-conducteurs, puisqu'elle vient rajouter de la pression sur de la demande et des niveaux de technologie supplémentaires. Donc, elle a un effet de booster actuellement, sachant qu'on sort à peu près d'un bas de cycle dans la demande au niveau mondial des semi-conducteurs, vous savez, qui servent pour la mémoire, qui servent pour les smartphones, et qui servent aussi pour la digitalisation, mais aussi l'électrification des véhicules. Bien sûr. Où là, il y avait une très forte demande. Donc l'IA... Globalement, ils sont partout, dans toutes les innovations de rupture. Les semi-conducteurs sont partout avec la digitalisation, la transition énergétique vers plus d'efficacité énergétique, la saturation aussi, je dirais, le ralentissement de l'efficacité dans les semi-conducteurs avec la fameuse loi de Moore, où là, on arrive aussi à des effets de seuil. Et donc ça, l'IA vient rajouter... et l'implication de l'IA vient rajouter de la pression sur les acteurs. Alors, moi, je suis toujours étonné parce qu'on entend qu'en Europe, on n'a pas de société tech, mais en fait, dans les semi-conducteurs, on en a. On a des acteurs incroyables. Régis a parlé d'ASML, vous avez STM, bien sûr, ST Microelectronics, les fabricants, mais vous avez aussi des boîtes comme BE Semiconducteurs, qui est une entreprise hollandaise qui est un ancien spin-off à l'origine d'ASML, d'un des dirigeants qui avait quitté, qui est spécialisé dans les technologies d'emballage et d'attache, dans l'hybrid bonding notamment, qui permet de faire des progrès fantastiques dans la façon dont on emballe et la façon dont on va fixer les semi-conducteurs qui sont de plus en plus petits. Et vous avez aussi une société comme ASMI qui, elle, est spécialisée dans le développement de technologies de couches de plus en plus fines qu'on superpose de plus en plus sur les semi-conducteurs. Donc, typiquement, ces 5 valeurs sont des valeurs sur lesquelles nous, on est investis et sur lesquelles on a une excellente visibilité en termes de carnet de commandes. STM, Infineon, c'est 2 ans de carnet de commandes. On est en bas de cycle en plus, donc on a un cycle qui devrait commencer à reprendre de l'ampleur et qui devrait être porteur sur plusieurs années. Et en amont dans la chaîne de la valeur, on a ces 2 sociétés, Besi et ASMI, qui sont extrêmement bien positionnées parce que
Aussi, on a eu avec le CHIPS Act aux États-Unis et la création de beaucoup d'usines pour l'électrification de l'économie et des infrastructures et des véhicules. Eh bien, on a des capex, on a 100 milliards de capex quand même qui vont être mis entre 2023 et 2025. Il y a une étude d'Exane assez bien faite sur le sujet qui fait que toutes ces sociétés vont avoir des carnets de commandes relativement pleins et vont avoir de la visibilité. La stratégie, c'est d'aller sur les semi-conducteurs, puisque de toute façon, c'est à la croisée de toutes les innovations de sociétés aujourd'hui. Oui. Alors, sachant qu'en 2024, par exemple, la demande sur les véhicules électriques, c'est un peu moins visible, c'est un peu plus incertain. Les smartphones et la mémoire, par contre, ça reprend une dynamique très très forte. Vous avez aussi les semi-conducteurs de puissance. Qui sont une catégorie de semi-conducteurs qui sont extrêmement demandés parce qu'ils augmentent très fortement la performance des processus et des différents procédés. Donc là, il y a effectivement pour les gérants de la performance à aller chercher parce qu'on a des boîtes qui ont des croissances à 2 chiffres, des rentabilités élevées et puis des multiples de valorisation qui ne sont pas très élevés. Si vous regardez aujourd'hui combien on paye une boîte comme STM ou Infineon, c'est absolument pas cher par rapport à certaines valeurs industrielles qui ont beaucoup profité des momentum des marchés ces derniers mois. Philippe Uzan, sur le temps qui nous reste, on va faire un petit tour de table. On a assez peu parlé de la saison des résultats, on en a parlé les émissions précédentes, mais qu'est-ce que vous regardez, vous, actuellement, dans le marché, à la lumière peut-être des résultats d'entreprise que vous suivez depuis maintenant plusieurs semaines ? Je dirais que les résultats d'entreprise, ils sont un peu à l'image de tout ce dont on a parlé depuis le départ. Aux États-Unis, on a eu ce jeu assez classique de, on va dire, pousser les analystes à revoir un peu les estimations à la baisse avant publication. Ils avaient baissé de mémoire de 8% sur le dernier trimestre pour arriver, comme d'habitude, à les battre. Je crois qu'il y a plus de 80% des sociétés qui battent et on est globalement 7% au-dessus. Donc voilà, finalement... Mais le marché achète. Ouais. Ça marche. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour vraiment avoir une réaction positive, il a fallu non seulement battre, mais donner une guidance, positive. Et puis, on revient aussi un petit peu sur notre thème d'inflation. Les entreprises ont essayé de mettre en avant le côté efficacité opérationnelle. Donc on voit que la capacité finalement à maintenir à gérer les coûts et à utiliser, encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais à monétiser les nouvelles sources de productivité, en particulier l'intelligence artificielle, pour augmenter cette efficacité opérationnelle, c'est quelque chose qui parle au marché aujourd'hui. Et puis, d'un autre côté, il y a finalement l'autre point important d'avoir des taux d'intérêt qui restent durablement plus élevés, c'est qu'il faut être de plus en plus attentif à la qualité du bilan. On a eu une situation exceptionnelle en 2022 quand les taux d'intérêt se sont envolés et que le marché primaire à yield, par exemple aux États-Unis, s'était fermé. Il n'y a pas eu d'augmentation des taux de défaut parce que tout le monde était préparé. Les entreprises avaient anticipé, avaient levé la dette avant. On n'est pas encore face à un mur de la dette, mais année après année, les remboursements augmente. Là encore, la situation est un peu plus tendue en Europe qu'aux États-Unis. Il faudra un moment qu'on y revienne, mais ou pas. Selon le temps. C'est maintenant. En tout cas, effectivement, ce que je veux dire, c'est que quand on investit, et en particulier sur les petites et moyennes capitalisations, il faut être extrêmement attentif on va dire, à la qualité du bilan. Aujourd'hui, c'est un univers. Il y a une raison pour laquelle les petites capitalisations ont sous-performé, c'est qu'effectivement, elles sont plus sensibles au taux d'intérêt. Donc, il faut vraiment le faire avec un filtre de qualité très, très fort, notamment donc, être très exigeant sur la qualité des bilans. Ça existe. Sur ce sujet, avant de passer la parole à Régis Béguet, small et mid-cap, alors on a annoncé que ce serait le moment des small et mid-cap il y a 6 mois. On a l'impression qu'on attend toujours dans un marché aussi concentré, que ce soit sur les valeurs technologiques aux États-Unis, on pourrait parler des valeurs du luxe en Europe. Est-ce qu'il y a un espoir qu'il y ait une sorte de ruissellement qui aille jusqu'au small et mid-cap ? Est-ce que ça se fera par vertical secteur ? Est-ce que... Il y a 2 effets. Il y a ce qu'on a décrit tout à l'heure sur le côté poids de la gestion passive. Donc ça, évidemment, les petites capitalisations, elles sont un peu on va dire à l'écart de ce mouvement de ruissellement. Ça, c'est le terme. Après, c'est pas tant la taille, mais c'est vrai, et je rejoins complètement, c'est que pour que ce marché action
et on va dire des ressorts, il va falloir quand même trouver un peu plus d'idées que les quelques sociétés dont on a parlé jusqu'à maintenant et celles qui ont guidé, on va dire, ce marché plus haut. Il y en a. Voilà. Après, le côté juste le jouer avec le critère de taille ne suffit pas. C'est là où il faut être beaucoup plus discriminant parce qu'encore une fois, évidemment, dans les petites capitalisations, en moyenne, vous avez une qualité qui est moins bonne et cet environnement de taux d'intérêt élevé va aussi créer des victimes de ce côté-là. Parce que si vous devez remplacer la dette à 3% par de la dette à 8%, ça va très très vite affecter votre compte de résultat. Régis Béguet, même question. On parle des saisons des résultats et en même temps de la façon dont vous regardez un petit peu cette saison. Est-ce que vous regardez dans le marché ? La saison des résultats est plutôt agréablement surprenante, quand même. Globalement, on s'attendait plutôt à des résultats plus difficiles. Ça me donne l'occasion de revenir quand même un tout petit point sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'Europe. L'Europe a quand même bénéficié. Il y a eu une bonne surprise en 2023. Ça a été la très forte baisse des prix de l'énergie. Il faut se souvenir qu'on avait commencé 2022 avec cette explosion des prix du gaz et de l'électricité. On s'attendait à un hiver 22-23 difficile. Finalement, l'hiver 22-23 a été très bon et à nouveau 23-24. Et bon, aussi grâce aux effets météo, puisqu'on a le troisième hiver doux d'affilée maintenant. Alors, d'aucuns diront que c'est peut-être définitif. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été quand même une bonne surprise et ça a été une bouffée d'air assez forte pour les économies européennes, ce qui fait que quand même le taux de chômage est au plus bas en Europe ou pas très loin de ses plus bas. Donc la situation est difficile, mais pas peut-être aussi difficile que ça. Et de fait, les résultats des entreprises sont quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a toujours l'immobilier qui est difficile et qui va peut-être rester difficile si effectivement on décale un peu les perspectives de baisse de taux. Il est très lié au taux. Je pense quand même que le marché doit opérer une rotation. Cette hyper-concentration du marché qu'on a évoquée, qui a déjà été le cas par le passé, évidemment, en 2022, de 2020 à 2021, et puis un peu moins en 2022, justement, mais qui repart là très très fort depuis 2024 avec cette concentration aux États-Unis sur cette magnificente, mais en Europe aussi, on les a cités, 2, 3, 4 valeurs en Europe, les très très grandes capitalisations européennes, et puis derrière, presque plus rien, et notamment toute la partie small and mid, qui vraiment baisse en valorisation relative depuis longtemps. Alors vous avez raison de le dire, on aurait presque pu le dire peut-être il y a 6 mois, et puis ça ne s'est pas produit, mais c'est comme ça, le marché il a son temps. Pourquoi ça va se déclencher, je ne saurais pas vous le dire, mais ça n'est pas parce qu'on l'a dit il y a 6 mois que ça ne s'est pas produit, que ça n'est pas vrai aujourd'hui. C'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, justement, parce que ça ne s'est pas encore produit. Stéphane Prévost, on finira avec vous dans la continuité. Je crois que sur l'Europe, il faut qu'il y ait un peu un environnement macro un peu meilleur pour donner un peu plus de lisibilité et permettre aux gérants de prendre un peu plus de risques sur cette catégorie de valeurs. Mais vous savez, pour un gérant ISR, c'est compliqué, les small et mid cap, parce que de l'information extra-financière, dans beaucoup de cas, il n'y en a pas. Ouais, bien sûr. Et donc, dans un momentum où on nous demande, du point de vue de la réglementation, d'avoir les PAI, d'intégrer les Principal Adverse Impact dans la lecture des entreprises, d'appliquer l'analyse de la double matérialité, on est face à un no man's land au niveau des small caps sur le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas de fonds small et mid, puisque la data extra-financière qu'on va chercher directement auprès des émetteurs n'est pas suffisante pour procéder à une analyse. Et ça peut les pénaliser, ces small et mid, dans des stratégies de gestion aujourd'hui où justement on essaie d'être toujours plus en phase avec les valeurs des investisseurs ou autres. Clairement, aujourd'hui, pour nous, c'est un frein. C'est un frein sur la sélection de valeurs et trouver des pépites dans le secteur. On les a, mais quand on n'a pas l'information ESG, chez nous, c'est rédhibitoire. Donc effectivement, alors la bonne nouvelle, c'est que la réglementation, elle continue aussi d'avancer. Bien sûr. Il y a quand même des progrès dans la communication extra-financière des entreprises. Et puis en 2025, il y a une réglementation qui va arriver et va imposer aux sociétés d'avoir un minimum réglementaire d'indicateurs extra-financiers. Au-delà des small et mid, qu'est-ce que vous regardez dans le marché aujourd'hui, Stéphane Prévost ?
Écoutez, vous avez compris tout à l'heure sur les semi-conducteurs et la tech. Ça, on a compris. Les softwares aussi, le mouvement de digitalisation continue. Les nouvelles énergies, par exemple, transition énergétique, c'est un sujet qui est un peu... qui marche moins bien là quand même en 2023, dans le secteur de la construction, tous des acteurs comme Schneider, comme Kingspan, on est toujours dans des tendances qui sont portées par la durabilité, même si le secteur en lui-même, la construction est difficile, l'immobilier est difficile, mais on a toujours des sociétés qui tirent leur épingle du jeu et ont des niveaux de valorisation pas très chers. D'ailleurs, ça a été un bon contributeur à la performance l'année dernière, pas au premier semestre, mais il y a eu un très beau rattrapage au deuxième semestre. Le luxe nous paraît toujours très intéressant parce qu'on a des acteurs qui ont cette capacité à avoir une agilité et à battre les tendances et à capter de la croissance sur leurs principaux marchés. Et puis, non, dans les énergies, je pense que ça va rester compliqué puisqu'avec les niveaux de taux d'intérêt qu'on a, il y a beaucoup dans un environnement de taux élevé, ça restera compliqué. Profitabilité de pas mal de projets qui sont mis en difficulté. Les TRI ont chuté, donc là, ça reste compliqué. Non, les valeurs industrielles bien sélectionnées, avec effectivement un bilan solide, un endettement faible, une très bonne génération de free cash flow et des marges élevées, ça nous paraît des dossiers qu'il faut favoriser en termes de sélection de valeurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci Stéphane Prévost, directeur général de la Financière Responsable. Merci Philippe Usan, directeur général adjoint et directeur des gestions d'IM Global Partners. Et merci Régis Béguet, associé gérant de Lazare Frères Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Nous enchaînons à présent avec Marché à thème. Nous allons sortir de l'analyse des banques centrales aux États-Unis ou en Europe et des croissances donc sur ces deux continents pour aller regarder ce qui se passe dans le reste du monde et notamment sur les marchés émergents avec Bruno Vanier, président de Gemway Assets. Bonjour Bruno Vanier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors, quand on parle d'émergents, on peut commencer par la Chine. Il y a un débat pour savoir si c'est toujours une économie émergente ou non, mais rangeons-la dans cette catégorie aujourd'hui. Quel est votre scénario? Quelle est votre analyse sur le cas d'investissement Chine? On entend des investisseurs nous dire qu'ils cherchent plutôt à en sortir, d'autres qui nous disent que c'est potentiellement le moment d'y aller justement. Comment est-ce que vous analysez la situation aujourd'hui, Bruno Vanier? Quand on n'est pas d'accord, c'est la définition d'un marché, quoi. Bien sûr. Alors la Chine, c'était vraiment le pire des marchés depuis presque 3 ans maintenant, quoi. au moins 2 ans. En baisse de 60-65% sur cette période-là. Donc de loin, le pire des marchés. Quand on regarde le monde, il y a les États-Unis qui font un carton. A contrario, il y a la Chine qui baisse beaucoup. Et puis tous les autres marchés sont relativement dans un mouchoir de poche. Le pire des marchés sur lequel il y a eu beaucoup d'attentes quand même vis-à-vis de sa réouverture. Bien sûr. Surtout post-Covid, l'année dernière, beaucoup d'attentes et beaucoup de déceptions finalement sur une économie qui n'était pas au rendez-vous, avec surtout une croissance très mauvaise de la consommation, une crise de confiance quelque part des consommateurs, des entrepreneurs en Chine, une crise immobilière qui ne cesse de défrayer la chronique et globalement un environnement de déflation, une inflation qui est négative, dont on ne voit pas comment on peut en sortir, quoi. Alors pour ça, pour en sortir justement, on a besoin d'un gouvernement plus actif, plus proactif en termes de mesures. Alors beaucoup de mesures ont été déjà annoncées, ce qui devrait pousser le marché à très court terme plutôt à la hausse. Donc on va dire que d'un point de vue tactique, les marchés chinois et notamment les marchés domestiques qu'on appelle les actions A, Shanghai et Shenzhen, nous paraissent intéressants de ce point de vue-là. Alors bien sûr, c'est peu cher. Maintenant, est-ce qu'à moyen terme, long terme, il y a une idée structurelle de croissance en Chine? Malheureusement, rien n'est moins sûr, clairement, quoi. D'une part parce que on a cette crise immobilière qui reste latente, quoi. Donc, je dirais, le gouvernement ne prend pas des mesures très fortes en faveur de certains promoteurs immobiliers, qu'ils soient privés ou publics. Ce qui semble pas tellement avoir envie de faire aujourd'hui, le gouvernement chinois. Pas quand tout même. À fait. En fait, ils prennent un certain nombre de mesures surtout pour terminer les projets qui ont été commencés, quoi. Parce qu'effectivement, pour certains qui ont déjà payé quasiment 100%, qui remboursent un prêt hypothécaire, ils attendent toujours leur appartement, quoi. Donc là, il y a clairement cette année,
je dirais presque une augmentation, une croissance du nombre d'appartements terminés, quoi. Ce qui peut être assez positif pour l'activité, mais d'une manière très, très, très court terme. Après, qu'est-ce qui va se passer? Clairement, quand on a une situation d'offre-demande qui n'est pas forcément très favorable, une démographie chinoise qui est en berne et dont on va voir la population qui baisse déjà, donc une demande à terme qui ne va pas être très forte. Il faut peut-être arriver avec des projets très, très différents, notamment de transformation de beaucoup de ces projets qui ont déjà été lancés en logements sociaux. Ça, c'est une offre. Si on change aussi la règle de ce qu'on appelle le hukou en Chine, c'est une sorte de permis de résidence en fait qui n'est pas simple aujourd'hui, quoi. En d'autres termes, c'est pas simple pour quelqu'un du Sichuan qui travaille depuis même 15 ans, 20 ans à Shanghai de pouvoir avoir accès aussi facilement à un prêt, aussi facilement à des services sociaux pour ensuite s'établir et peut-être acheter un appartement, quoi. Donc il y a tout ça peut-être à changer avec des réformes qui peuvent être intéressantes. Pour le moment, j'ai envie de dire, c'est pas le cas. Donc, à court terme, donc à la question, est-ce le moment? Pas forcément aujourd'hui. À court terme, on sent quand même qu'il y a un rebond sur le marché chinois. D'accord. Parce que d'une part, le patron de la CSRC, l'AMF locale, a été changé. En général, c'est un bon signe. À chaque fois, le marché a monté après ces nominations. Donc, on peut se dire, tiens, pourquoi pas, quoi. Il y a une volonté clairement de ce qu'on appelle la national team, c'est-à-dire des entités institutionnelles étatiques, d'acheter le marché pour au moins limiter la baisse. Ouais. Donc on sent qu'il y a ça qui est présent, avec une volonté effectivement quand même de relancer la machine. Mais voilà, pour nous, les mesures ne sont pas suffisantes. À court terme, le marché pourrait remonter et peut-être se calmer au bout de quelques mois, quoi. Si on sort de Chine, mais qu'on reste effectivement géographiquement proche, il y a le sujet Inde, il y a le sujet Corée, il y a le Japon aussi, mais bon, le Japon, entre guillemets, le marché semble avoir processé déjà que c'était un vivier de performance il y a quelques mois. Aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez les pays environnants? On va mettre l'Inde de côté, qui est le véritable pays émergent de notre univers, qui est une performance très très bonne au cours des dernières années et qui a un potentiel énorme. Donc clairement, la valorisation est certes élevée, mais elle reflète bien sûr le potentiel. Il faut, pour ce qui nous concerne, y être surpondéré, surinvesti sur le marché à long terme. C'est un peu vraiment le pendant de la Chine. Alors maintenant, à court terme, si la Chine remonte un petit peu, l'Inde va se calmer un petit peu parce qu'il y a un effet de vase communicant. Mais tout ça, c'est du court terme. À long terme, c'est la meilleure histoire, là. Donc il faut y être présent. Et globalement, dans le reste de l'Asie, je veux dire, l'ASEAN, l'Indonésie qui vote aujourd'hui, qui visiblement va voter, va faire simplement un premier tour pour le candidat Prabowo, est une histoire intéressante également de croissance. Ailleurs, c'est plus compliqué, quoi, dans ce qu'on appelle l'ASEAN, quoi. Maintenant, si on monte vers le nord de l'Asie, vers Corée, Taïwan, la thématique principale, c'est la technologie, quoi. C'est l'avènement de l'intelligence artificielle aussi qui va demander beaucoup plus de mémoire, et les fabricants de mémoire, ce sont les Coréens essentiellement. TSMC, oui, c'est vrai que on a tendance à en parler beaucoup avec notre prisme occidental, regarder effectivement nos semi-conducteurs français, européens ou américains, mais oui, en Corée, évidemment, il y a aussi là tout aussi un potentiel de performance marché. Oui. C'est le cas, mais c'est pas aussi spectaculaire que Nvidia, hein, qui gagne 600 et quelques milliards de dollars depuis le début de l'année. Hein. Donc 600 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière de TSMC, qui est la plus grande société asiatique, hein, en termes de taille de capi boursière, qui a un potentiel pour moi énorme pour l'intelligence artificielle, qui devrait représenter au moins 25% du chiffre d'affaires de TSMC d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Même chose pour SK Hynix, c'est le deuxième fabricant de mémoire en Corée après Samsung, très spécialisé dans ce qu'on appelle le HBM3, c'est-à-dire une mémoire à haute densité, qui est plutôt utilisée pour les serveurs d'intelligence artificielle. Donc, c'est les seuls à fournir Nvidia pour le moment. Et cette année, ça va être les seuls. Samsung va arriver un peu plus tôt en 2025.
Les deux vont en profiter de manière assez importante, et je vais dire même les trois avec TSMC à Taïwan, quoi. Donc ce sont des jeux vraiment qui sont intéressants. En plus, le cycle des semi-conducteurs est plutôt en phase de reprise. On a vraiment une décroissance assez élevée du fait de la baisse du nombre de smartphones vendus, le fait de la baisse du nombre de PC vendus et d'un ralentissement au niveau des serveurs. Tout ça devrait s'inverser cette année avec une légère reprise, légère je dis bien, sur le smartphone, sur les PC, également sur les serveurs. Donc tout ça est plutôt très bien orienté pour les valeurs techno taïwanaises et coréennes. S'ajoute à ça une histoire intéressante en Corée qui n'a rien à voir à la techno et qui est le pendant de ce qui s'est passé au Japon depuis maintenant quasiment 18 mois. Oui. C'est-à-dire une volonté des autorités boursières et même des autorités tout court d'effacer un peu la décote qu'il peut y avoir sur certains titres. D'accord. Là, il y a un sujet de gouvernance, clairement, quoi. Alors, historiquement, les chaebols coréens, les grands groupes coréens, traitent avec des décotes importantes, les banques également. Beaucoup de sociétés holding en Corée traitent avec des décotes très importantes. En général, la Corée cote peu cher, quoi. Du fait historiquement d'une gouvernance qui n'a pas été forcément au rendez-vous. Donc là, on sent qu'il y a une volonté de changer un peu tout ça, à l'image de ce qui s'est passé au Japon. Est-ce qu'on ira aussi loin qu'au Japon, ça reste ouvert aujourd'hui, mais j'ai envie de dire, les Coréens regardent souvent ce qui se passe à Tokyo pour soit faire la même chose, soit faire en général mieux. D'accord. Donc il faut s'attendre à avoir... Donc voilà, et je trouve que c'est intéressant de jouer ça. Et là, on a un certain nombre de sociétés, notamment dans l'automobile, Hyundai Group, Kia Motors, ces deux sociétés sont très peu chères en termes de valorisation et ont un potentiel extrêmement fort grâce à une action gouvernementale, ou en tout cas... grâce à une volonté jumelée de l'État et des autorités boursières, en fait. Sachant que... Alors, il y a une dimension électorale dans ceci. Il y a des élections parlementaires en Corée en avril. C'était un peu ma question, que ce soit en Corée ou ailleurs. Beaucoup d'élections, beaucoup de rendez-vous politiques. Est-ce que ça peut avoir un impact sur des stratégies économiques ou des stratégies d'investissement ? Disons qu'on voit peu de changements, en fait. Alors, je ne parlerai pas des États-Unis parce que c'est... Oui, bien sûr. Non, là, on parle des émergents et plutôt de la partie asiatique. L'élection qui nous paraît la plus importante, c'est l'Inde, mais de par la taille du pays. Il y a de fortes chances que Narendra Modi, qui est l'actuel Premier ministre, soit reconduit pour le 3e mandat. Le marché attend ça, donc il ne sera pas forcément, je dirais, positivement étonné si ça arrive, En revanche, il risque d'être, si ça n'arrivait pas, bien sûr, ce qui serait quand même une grosse surprise, il pourrait réagir négativement dans ce cas-là, mais ce n'est pas du tout le scénario actuel. On a eu des élections, effectivement, parlementaires en Corée, on a une élection présidentielle en Indonésie qui se passe en ce moment, et qui est à peu près certaine. Je crois que Prabowo va remporter dès le premier tour. D'accord. Donc, en général, il peut se passer un deuxième tour, ce qui serait arrivé au mois de juin, mais là, ça va se faire très vite. Globalement, il n'y a pas de changement, je dirais, révolutionnaire de politique. Donc, on est vraiment dans la continuation, y compris au Mexique. Aussi, on va avoir des élections. Et là, on sera complètement dans la continuation de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Non, l'élection un peu révolutionnaire, c'était Javier Milei en Argentine, mais c'est passé, bien sûr, c'était en novembre dernier. Et là, on peut dire que c'est assez spécial. Il y a eu effectivement potentiellement un petit peu de changement ou d'évolution. On va finir là-dessus. Bruno Vannier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes président de Gemway Assets. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Donc Smart Bourse tous les jours en direct sur Bismart de 17h à 18h, mais également en replay sur bismart.fr, en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous donc demain à 17h en direct sur Bismart. À demain.